Aujourd'hui, nous recevons Gabriel Giguère. Monsieur Giguère, bonjour. Bonjour. Monsieur Giguère, vous êtes analyste en politique publique à l'Institut économique de Montréal. Vous vous intéressez plus particulièrement aux politiques publiques au fédéral comme au provincial. Vous avez pris position dans l'espace public en lien au nombre des fonctionnaires, aux réglementations des formations professionnelles et des subventions aux entreprises. Donc, avant de s'engager dans la question du budget, qui est le sujet principal aujourd'hui, ou des budgets fédéral et provincial, pardon, j'aimerais, vous poser la question, pour avoir étudié moi-même en politique publique et en administration publique, pourquoi un tel choix de carrière? C'est une excellente question. Je pense que c'est très intéressant en politique quand on fait un parcours. Là, moi, dans mon cas, ça a été un baccalauréat et une maîtrise en sciences politiques. Je pense que la question économique, elle est là, peut-être pas assez. Et donc, d'aller vers vraiment des politiques publiques et d'analyser celles-ci avec une lorgnette économique est quelque chose qui ajoute, je pense, énormément dans le débat public parce que c'est un élément parfois qui est absent. Donc, la question de la lorgnette économique. Et je pense que d'aller avec un institut comme l'Institut économique de Montréal est une bonne chose, notamment pour faire avancer les idées dans l'espace public, mais également pour une question d'éducation auprès de la population. Et c'est comme ça que j'ai fait mon choix. Parfait. Bon, plongeons dans le vif du sujet. Le budget provincial en premier. Mais là, j'ai en fait mixé un peu le Canada aussi. La dette du Québec s'établit à environ 39% du PIB et celle du Canada à 42%. Notons par contre qu'elle était de 31% du PIB à l'arrivée des libéraux, donc ça a augmenté rapidement et de façon impressionnante. Mais ceci dit, c'est mon analyse là, ceci me semble favorable en comparaison avec d'autres pays. Là, je nomme de mémoire là, le Japon, qui est à peu près à 125%, 250%, pardon. Les États-Unis à 110%, la France peut-être autour de 120-125%. Est-ce qu'on devrait s'inquiéter de cet endettement qui me semble comparativement, relativement rationnel? Lorsque l'on regarde la réalité des budgets, prenons le budget 2024 et du Québec et du fédéral, on voit un endettement qui est relativement important dans la mesure où on est loin de l'équilibre budgétaire. On le sait, en mars 2024, on a eu un budget au Québec qui a été historique en matière de dollars courants là, au niveau des déficits, c'est-à-dire qu'on était à 11 milliards de déficit pour la prochaine année budgétaire. Ce qu'on doit bien comprendre, c'est quand on prend des métriques comparables avec d'autres pays du G7 notamment, je pense que l'élément qui est important, c'est de voir les dettes des administrations publiques. Quand on regarde sur le site de l'OCDE, on a une comparaison qui est très claire. Je pense que quand on regarde le Canada, et j'ai regardé la statistique juste avant de venir, on est à 113% du PIB en 2022. OK? Ça, c'est pour l'ensemble des dettes des administrations publiques au Canada. Donc, le chiffre que j'ai cité avant, le 42%, ça représente quoi exactement? Vous regardez la dette du Canada. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'on inclut également les dettes des provinces et des municipalités. Et la raison pourquoi je vous dis ça, c'est que le Canada est une fédération. C'est pas comme ça pour tout le monde. C'est-à-dire que les provinces, il faut se battre pour avoir nos champs de compétences, mais c'est relativement décentralisé par rapport à un pays comme la France, par exemple. On a une république. Et donc, quand on prend l'ensemble des dettes des administrations publiques, ce qu'on remarque, évidemment, celui qui a le moins de dettes en pourcentage du PIB, on parle de l'Allemagne, qui est aussi aux alentours de 60%. Puis par la suite, on a le Royaume-Uni. Et le Canada est entre le Royaume-Uni et la France. Alors, c'est pas si vrai qu'on fait une bonne figure en matière du G7. Et quand on regarde la moyenne de l'OCDE, on est en deçà du 100%. Donc, je pense qu'il faut relativiser des fois avec les proportions là, qui sont mises de l'avant par l'OCDE. Effectivement, vous l'avez dit, la part du fédéral, elle a augmenté. C'est-à-dire que si on prend juste la dette du Canada par rapport à l'arrivée de Justin Trudeau et aujourd'hui, on voit clairement que ça a augmenté et ça, c'est néfaste. Pourquoi c'est néfaste? Il y a plusieurs éléments. D'abord, parce que les paiements sur l'intérêt vont augmenter. Et ça, on le voit dans le budget, c'est assez clair. Avant la fin de la décennie, on va passer le cap du 60 milliards de dollars de paiement d'intérêt. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que c'est de l'argent qui ne peut pas être utilisé ailleurs, qui est presque mis dans les poubelles essentiellement. Parce que quand vous prenez une hypothèque, par exemple, ou vous prenez autre chose, vous allez payer de l'intérêt. Le gouvernement n'est pas différent sur sa dette, il va repayer de l'intérêt. Et je rajouterais une couche sur cet élément-là, et on l'a vu tout récemment, c'est de voir que cette année, le roulement de la dette du gouvernement fédéral est environ au tiers. C'est-à-dire qu'on a un petit peu plus que 400 milliards qu'il va falloir renouveler cette année. Et je vous rappelle les taux d'intérêt aujourd'hui. Sont bien plus élevés que quand on a concocté la dette il y a de cela quelques années, notamment pendant la pandémie. Donc, ça va nous coûter encore plus cher en matière de paiement d'intérêt sur la dette. Ça, donc, il y a un endettement important, puis il y a même un achat de la dette
qui a été mal faite au niveau du fédéral. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les Canadiens et Canadiennes et les Québécois et les Québécoises devraient s'inquiéter en la matière. Est-ce qu'on aurait dû emprunter plus à des taux plus faibles il y a quelques années? Ou pourquoi, 1 an et demi environ? 2 ans peut-être? Alors, vous ne m'entendrez jamais dire « il faut emprunter plus ». Ça, je pense que c'est la première des choses. Je vois ça. Je pense que le vrai terme, c'est vraiment d'y aller vers l'équilibre budgétaire. Hein. Ça, je pense que c'est ce qui est important. Maintenant, dans une optique où on a emprunté, ce qu'on a emprunté, là, il aurait fallu faire comme une province comme l'Ontario, qui a pris beaucoup de dettes sur 30 ans parce que le taux d'intérêt était bas, essentiellement. On le sait très bien que le taux d'intérêt a beaucoup... en fait, le taux directeur a beaucoup augmenté, ce qui se répercute sur les taux d'intérêt. Et quand c'était bas, l'Ontario s'est dit, attendez un instant, là, je vais en prendre plus, ou plutôt je vais mettre sur plus long terme, pas nécessairement en prendre plus. Je pense que la première des choses, c'est de retourner à l'équilibre budgétaire, mais la dette passée, il va falloir la payer. Et donc, celle-ci, il aurait fallu la prendre sur le plus long terme, effectivement. On parle d'endettement ici. Globalement, je pense qu'il n'y a aucune nation, du moins au sein du G7 ou en Occident, qui n'a pas d'endettement. Qu'est-ce que l'endettement, comme principe, nous dit sur les finances publiques et sur l'économie en général? J'ai l'impression que dans les sociétés occidentales modernes, ou même les sociétés en général, c'est comme une drogue, l'endettement. Hein? On veut en donner plus, on veut toujours en acheter. La réalité, c'est que ça coûte quelque chose. Hein? En fait, c'est qu'il y a quelques façons de payer les services. C'est les taxes et impôts. Donc, c'est vous et moi, les auditeurs, qui payons davantage pour avoir plus de services. Donc, ça, il y a un questionnement à avoir sur cet élément-là et on reviendra plus tard, j'en suis sûr. Il y a aussi la question de l'impression monétaire. Hein? Et là, on y va un peu, j'ai envie de dire grossièrement pour bien comprendre, mais cet élément-là, d'imprimer plus d'argent, il y a un impact sur l'inflation. On l'a vu récemment, ça n'a pas nécessairement percé certains espaces médiatiques, mais ça a un impact concret où on voit que l'inflation, elle est en haut de 2 %, elle a fait mal aux Canadiens et aux Canadiennes, et ça, c'est une façon de payer la dette, mais c'est une façon qui est néfaste, parce qu'on voit qu'on perd du pouvoir d'achat. Donc, l'endettement, elle doit être jugulée. Les gouvernements, essentiellement, doivent vraiment se focaliser sur l'équilibre budgétaire, et ça, c'est pas quelque chose d'ambitieux, l'équilibre budgétaire. À l'ère où on est rendu, on dit que ça semble presque ambitieux de dire que 2 colonnes doivent arriver à 0 par la suite, mais la problématique, c'est qu'on en a de la dette. Donc, d'équilibrer va quand même faire en sorte qu'on maintient la dette. Alors, un peu d'ambition. Essayons de repayer la dette, ce serait déjà un bon départ, je pense, pour les sociétés. Justement, sur l'équilibre, on vise l'équilibre budgétaire d'ici 2030 au Québec. Est-ce que c'est réaliste? C'est certainement réaliste. Hein? Ça prend juste de la volonté politique. Quand on regarde actuellement avec un déficit d'11 milliards, on ne la voit pas, la volonté politique. Et on a un problème de dépenses au Québec. Le gouvernement dépense beaucoup et continue de dépenser. Et après ça, on nous dit que c'est une question de revenus. Un instant, là, quand on regarde l'explosion de la fonction publique, l'explosion de la rémunération dans la fonction publique. Hein, on a dépassé le 60 milliards de dollars en matière de rémunération sur des dépenses totales de 150 milliards. Vous voyez, c'est quand même énorme en matière de proportion. 60 sur 150 milliards, vous avez Absolument. dit. Donc, la moitié. Exact. C'est gigantissime. Mais quand on voit ça, on peut se dire un instant, c'est quoi la réalité? Qu'est-ce qui a été dit auparavant par le gouvernement Legault? Alors, évidemment, là, je parle de la fonction publique. Il y a également des programmes qui vont affecter le nombre d'employés, mais qui affectent aussi l'argent des comptes. En fait, simplement les dépenses publiques en général. Mais pour la question de la fonction publique, M. Legault a dit en 2014, il faut être bien clair, on va retirer 20 000 fonctionnaires. En 2018, on est revenu à la charge, mais on a essayé, hein? On a senti un petit peu le pouvoir. On s'est dit, on va être moins ambitieux. On va en retirer 5 000. Et ce qu'on entendait au dernier budget par Mme Sonia Lebel, c'est qu'elle nous expliquait essentiellement qu'on a réussi. On a augmenté de 5 000, mais je vous le dis qu'on en a réduit 5 000. Alors là, on se dit, attendez un petit peu là. Comment c'est possible? Donc, de la main gauche, on supprime 5 000 postes et de la main droite, on ajoute 15 000 fonctionnaires. Donc, au net, on est à plus 10 000. Non, je peux se dire que c'est pas très sérieux dans la mesure où une promesse électorale... Je pense que le Québécois moyen qui écoute ça ne se dit pas, regarde un peu là, on est à plus 10 000. Et où la soustraction? Je pense que c'est assez clair qu'on se fait un peu prendre pour des tweets en la matière. Là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre d'avoir plus 10 000 fonctionnaires dans un contexte de lourd déficit. Et ça, c'est la pointe du iceberg au Québec, l'augmentation du nombre de fonctionnaires. Il faut élargir ça un petit peu. Il faut regarder les employés de l'État québécois. Je vous parle d'infirmières, de professeurs qui ne font pas partie des employés de l'État, mais plutôt des fonctionnaires, mais qui sont des employés de l'État. Il y a également tout ce qui est des techniciens, des ouvriers d'entretien.
Et ça, quand on regarde ça, c'est une explosion de 70 000 personnes sous le gouvernement Legault. Qu'est-ce qui explique cette explosion? C'est une bonne question parce que dans l'espace politique, quand on écoute le parti au pouvoir, ce qu'on nous dit, c'est « Écoutez, on en a besoin d'infirmières puis d'enseignantes. On n'a pas le choix. » Et c'est vrai. Par contre, c'est une petite partie des nouveaux embauches. C'est-à-dire que ça ici, j'ai les chiffres devant moi, on parle de 7 000, un peu plus que 7 000 et presque 7 000 infirmières et presque 8 000 enseignantes. Et ça, là, c'est seulement sur 70 000. La place où on embauche énormément au Québec, c'est beaucoup de cadres, ça je dois le dire, après à 6 000, mais c'est surtout du personnel de bureau et des techniciens. On est à plus que 30 000. Je pense que quand on veut vraiment être ambitieux, quand on regarde un budget déficitaire à hauteur de 11 milliards de dollars, comme ça a été le cas en mars, ça prend de réelles mesures. Et ces mesures-là, c'est de rétrécir la fonction publique. Je parle du Québec, hein, mais le fédéral fait pied de figure également. Mais juste avant qu'on passe au fédéral, juste pour être sûr de bien comprendre, principalement la croissance ou l'augmentation, j'ai envie de dire drastique, mais importante du moins, du nombre de fonctionnaires au provincial en particulier s'expliquerait purement par de la gestion. On a plus de gestionnaires, mais on a moins de gens, entre guillemets, qui sont sur les lignes de front, comme on dit. Donc, infirmières, profs, policiers, qui sont des employés de l'État, pas nécessairement des fonctionnaires, mais on a ajouté des employés de bureau. Si j'ai bien compris, là, on explique l'inflation du nombre de fonctionnaires principalement parce qu'il y a des besoins administratifs croissants sans cesse. Bien, juste pour bien établir les choses, on a les employés de la fonction publique et les employés hors fonction publique. Et quand on additionne les deux, c'est les employés de l'État. Mm-hmm. OK? Quand on parle de fonction publique, effectivement, il y a eu 10 000 embauches au net. Par contre, dans les employés de l'État hors fonction publique, je voudrais que la grande partie de ça, c'est des employés de bureau. Essentiellement, c'est vraiment ça. Et ça, ça a un impact sur le portefeuille. Quand on est rendu à 60 milliards de dollars en matière de rémunération des employés de l'État, ça coûte très, très cher. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est important vraiment de réaliser que ce n'est pas des embauches d'enseignantes et d'infirmières qui, dans un contexte de rareté de main-d'œuvre, se comprend. Mais quand on regarde la dynamique avec les employés de bureau, on peut se dire un instant, okay, qu'est-ce qui se passe? Ça ne fait pas partie du message. Pourtant, c'est la réalité, c'est les chiffres qui nous le démontrent. Il y a un cercle vicieux aussi en ce qui a trait au nombre de fonctionnaires, dans le sens où plus il y a de fonctionnaires ou plus il y a de gens qui dépendent de l'État, je le dirais comme tel, là, en termes de salaire. Donc, plus il y a de salariés qui dépendent du gouvernement pour leur salaire, plus électoralement parlant, c'est impossible de couper, tout simplement parce que ces gens-là non seulement dépendent de l'État, mais de plus en plus, leurs communautés vont dépendre d'eux, donc de leurs revenus, donc de leurs dépenses. Il y a des régions entières là, qui seraient économiquement, disons, appauvries là, si l'État ne serait pas là à verser, je ne sais pas combien de dizaines ou centaines de salaires. C'est une blague, mais la Ville de Québec ferait quoi sans fonctionnaires? Je veux dire, économiquement parlant, ils paieraient le coût, là, j'imagine, à court terme, à moyen ou long terme. Je pense que le privé prendrait la place tôt ou tard. Là. Mais il n'y a pas ce cercle vicieux que je décris où plus l'État grossit, plus c'est impossible, en fait, de le rétrécir. Alors, je pense que sur le plan administratif, un État, par nature, veut prendre l'expansion. Un fonctionnaire va trouver de la job pour un autre fonctionnaire, crûment dit. C'est le travail du politique de mettre un frein à cette expansion-là. Et malheureusement, ce n'est pas ce qu'on voit avec le gouvernement actuel. Ça, c'est la première des choses. Ensuite de ça, depuis la pandémie, quand on regarde le marché du travail, la croissance en proportion est très importante au niveau du secteur public. Et là, je ne parle pas juste du Québec, je parle du fédéral, provincial et municipal au Canada. On voit vraiment une croissance en Colombie-Britannique, c'est très, très clair. C'est comme ça un peu partout, peut-être moins intense qu'en Colombie-Britannique, mais le point ici étant qu'on voit que le public embauche de plus en plus au niveau de la proportion. Et ça, il faut se questionner à la base. L'État, il est là pourquoi? Est-ce qu'il est là pour donner du travail? Est-ce que c'est un donneur d'ouvrage ou il est là pour servir la population? Alors moi, je fais partie des gens qui pensent que l'État est là, non pas pour donner du travail. Vous l'avez bien dit, un secteur privé, peut-être qu'il y aurait un certain zone de choc à Québec, prendrait la place. Il y aurait de l'innovation, il y aurait de la création de richesse, ce qui n'est pas le cas avec la fonction publique, hein, ça aussi, il faut le dire. Mais il est là pour donner des services. Alors à partir du moment où on accepte ça, il faut regarder la fonction publique et se dire là... Et ça, par contre, je dois quand même le donner au gouvernement Legault, c'est de dire on va faire une révision des dépenses. On l'a dit en mars 2024. La problématique ici, ou plutôt je dirais le défi plus que la problématique, c'est de se dire est-ce qu'il y aura du mordant dans cette révision des dépenses? C'est ce qui est important, c'est-à-dire qu'on doit s'assurer et regarder poste par poste où est-ce que ça doit être
couper. Parce que c'est la réalité, c'est plate à dire, mais on ne peut pas sans cesse avoir une bureaucratie en expansion, avoir davantage de dépenses constamment en matière de rémunération des employés de l'État et penser miraculeusement qu'on va revenir à l'équilibre budgétaire. Alors, pour revenir à la question de l'équilibre budgétaire, c'est central qu'il y ait une révision des postes nécessaires au niveau du gouvernement du Québec. Encore une fois, à Ottawa, au fédéral, c'est la même chose. Tout à fait. Comment dire? Le budget déclare que globalement, la situation financière des Québécois est solide. Est-ce vrai ou quelle est votre vision de la chose? Je pense qu'en fait, j'étais dans le huis clos budgétaire et quand j'ai revu le budget, on voit 11 milliards de déficit. Personne n'était prêt pour ça. 11 milliards de déficit en dollars courants, c'est quand même le budget le plus déficitaire de l'histoire du Québec. Et quand on regarde ça et on se fait dire après ça, non, on est dans une très bonne position, les mots ont un sens. C'est-à-dire qu'il faut, à un certain moment donné, regarder les chiffres et faire un examen de conscience, notamment au niveau du gouvernement, pour dire comment on a fait pour en arriver là. Et je pense que c'est ici qu'on se dit, bon, c'est un problème de dépenses et on n'est pas dans une belle situation d'être endetté d'11 milliards de dollars. Voilà, la dette augmente jour après jour. Si on pourrait s'assurer au moins de tendre vers l'équilibre budgétaire rapidement, parce que là, je vous dis, quand on regarde le budget, on n'a pas d'équilibre budgétaire à l'horizon. On a la promesse que l'année prochaine, on va savoir comment faire pour retourner à l'équilibre budgétaire, mais on a un déficit structurel de 4 milliards. Ça, c'est une réelle problématique. Dans quel monde vivons-nous pour croire qu'on est dans une bonne position avec un déficit structurel de 4 milliards? Est-ce que c'est pas le mien, je vous avoue? J'aimerais prendre une seconde pour interrompre cet entretien pour simplement vous rappeler de, s'il vous plaît, vous abonner, partager, liker, aimer. C'est la forme de rémunération principale, à peu près unique, d'un balado comme celui-ci. Donc, si vous pouviez faire la chose, donc, comme j'ai dit, le partager, abonner, liker, en parler à vos amis, tout simplement, ça serait grandement apprécié. Et sur ce, de retour à l'entretien. Merci. Est-ce qu'on met, du côté communication politique, est-ce que justement, bon, dans ce cas-ci, M. Girard, là, aux finances, ne mise pas sur le fait que largement ces questions-là passent par-dessus la tête des gens, dans le sens où on entend des gros chiffres, on dit, mais en autant que le ministre des Finances nous dit que les choses vont bien, que le premier ministre nous dit que les choses vont bien, on le croit. Parce que simplement, c'est des questions assez complexes, soyons francs, là, et c'est pas le commun des mortels qui a le temps de passer des heures à essayer de comprendre tout ça. Est-ce que, au point de vue communication politique, vous l'avez dit, les mots ont un sens, mais on sait très bien qu'on peut dire un peu n'importe quoi, autant que ce soit bien dit, ça va passer. C'est vrai qu'on va aller chercher la petite statistique sur la palette d'indicateurs qui nous dit qu'on a raison. Effectivement, je pense et j'ai confiance à la population à cet égard. C'est-à-dire que oui, c'est vrai que c'est long de s'informer sur la question des finances publiques. Des fois, c'est aussi ardu. Il y a un langage qui, je pense, de temps en temps trop complexe pour ce que ça veut réellement dire. Et ça peut être un frein pour certains, mais je pense que globalement, le commentariat, je pense qu'il était relativement unanime à cet égard, comme quoi que ce n'était pas un bon budget. Et je dirais que la population en général qui allume la télévision autour de la date du budget, en mars, de mémoire le 13-14 mars de cette année, va entendre cet élément-là comme quoi ça va pas bien au Québec. On est trop endetté. Et à partir de ce moment-là, de comprendre peut-être un peu mieux la situation, mais j'ai quand même assez confiance à la population pour comprendre. Après, si vous me dites que c'est pas nécessairement le sujet le plus sexy, je peux vous croire, mais j'ai quand même confiance à la population. Je reviens sur la situation financière des Québécois est solide là, d'après le budget. C'était écrit mot pour mot. Je cite ici. Mais vous dites que, en gros, non. Quelles seraient les conséquences, quelles seront les conséquences à court, moyen ou long terme d'un déficit structurel, donc d'un endettement qui continue de croître année après année, sur l'économie, sur la qualité de vie des gens, sur la compétitivité du Québec, sur le marché du travail, j'ai envie de dire, parce qu'on revient à la communication politique, on nous cite ou on nous liste très rarement quelles seront les conséquences de cet endettement. Je pense que les gens pensent à l'endettement comme ils pensent à leur propre budget personnel. Il faut que je le repaye, c'est ce qui est vrai. Mais on s'entend qu'au niveau public, au niveau de l'État, les conséquences sont beaucoup plus collectives qu'individuelles, quoique des conséquences pour chacun par la suite. Donc, quelles seraient les conséquences macro, si je peux dire, si la situation ne s'améliore pas à vos yeux là, dans les 5 prochaines années? Bien, déjà, la première des choses, c'est qu'on a vu autour du budget les firmes de notation établir, ou plutôt indiquer
bon, que ça va pas si bien que ça au Québec. Il n'y a pas eu de décotement, il faut être bien clair, mais il n'en reste pas moins qu'on a eu un message comme quoi ça va pas si bien que ça. Là. On est un petit peu inquiet de la dynamique. Donc ça, c'est la première des choses. On ne voudrait pas avoir une décote. Première des choses. Ensuite de ça, un déficit qui est structurel, c'est un endettement continu. OK? Au Québec, si on s'endette constamment ou un peu partout... Je peux vous interrompre. Juste pour l'audience, un déficit, c'est bien sûr, à la fin de l'année, on a dépensé plus qu'on a réussi à récolter en termes de fonds. Et l'endettement, c'est l'accumulation des déficits. Voilà. Juste pour être sûr que tout le monde nous suive ici. Là. Bien sûr. Pardon, allez-y. Ben, non, il n'y a aucun problème. Quand on regarde les déficits qui s'accumulent, l'endettement augmente et ça revient à la question de qu'est-ce qu'on fait avec cet endettement-là? Ben d'abord, si elle augmente constamment, ça va coûter plus cher en intérêt et on en fait encore les frais du fait que les taux d'intérêt sont très élevés actuellement. Donc, chaque dollar pour lequel on s'endette va nous coûter plus cher collectivement. Ça coûte des milliards et des milliards de dollars. Et ce qu'on voit concrètement dans les prochaines années, c'est une augmentation des coûts liés à ce paiement d'intérêt. Et cet argent-là, d'abord, elle ne peut pas être utilisée ailleurs. En santé, plutôt au Québec, on peut penser en santé ou ailleurs, mais je pense qu'un des éléments qui est important pour nous en tant qu'organisation et pour moi en tant que personne aussi, c'est de dire cet argent-là, elle ne peut pas rester dans les poches des contribuables parce que l'État va en avoir de besoin pour payer les intérêts. Donc ça, c'est problématique et c'est ce qu'on appelle le coût de renonciation. On renonce au fait de garder son argent dans ses poches et ça, je trouve ça malheureux pour les Québécois et les Québécoises. Donc avant de dire on est là pour les Québécois, on veut en faire plus, un instant, qu'est-ce que ça me coûte moi? Qu'est-ce que j'aurais pu faire avec cet argent-là? Et malheureusement, l'endettement continue, un peu comme si c'était la panacée. La solution, ce n'est absolument pas. Ça nous coûte plus cher collectivement. Et à terme, ben, c'est très néfaste. Je vous fais un exemple bien concret. Le 11 milliards, qu'est-ce qu'on n'a pas vu avec le gain en capital au Québec? On a le gouvernement fédéral qui a augmenté le taux d'inclusion du gain en capital. Le Québec a directement suivi. Pourtant, il n'aurait pu ne pas souhaiter avoir un avantage concurrentiel, mais on veut plus d'argent pour payer ces déficits-là. Donc, il y a des éléments qui sont néfastes. Et vous avez parlé de la question du développement économique, mais d'augmenter des taxes, c'est pas ce qui va aider le développement économique, encore moins. Ça l'étouffe absolument. On a besoin d'investissements pour la productivité et on augmente les taxes, qui est un indicateur qui, lorsqu'il est envoyé, envoie un signal de... C'est un peu pour dire, écoutez, si vous venez investir ici, ça va être moins intéressant. Bien, vous voulez augmenter la productivité et les investissements directs, mais en parallèle, vous augmentez les taxes. Je pense qu'il y a eu un problème là, à cet égard-là. Il y a peut-être le ministre des Finances n'a peut-être pas parlé au ministre de l'Économie, là, mais on aurait dû se parler parce que c'est une approche qui est complètement contre-productive. Et on subventionne Nordvolt notamment à coups de milliards. Il y a pas c'est une contradiction qui me semble assez... important, du moins structurel. Comment est-ce qu'on explique d'un côté prendre l'argent des contribuables, comme vous avez dit, à la limite contribuer à l'endettement, et de l'autre côté financer les entreprises étrangères à coups de milliards? Pour moi, c'est presque une tragédie, cette chose. D'aller chercher des milliards de dollars aux Québécois et aux Québécoises, aux contribuables, pour aller les donner à des entreprises étrangères ou entreprises en général. C'est que le gouvernement du Québec se substitue, en fait, veut choisir les gagnants et les perdants. Il faut comprendre que le développement économique ne se fait pas à cause des subventions, mais malgré les subventions. Et c'est vous, moi, les auditeurs, qui décidons à chaque jour où est-ce que notre argent va. Hein, c'est le choix des individus à travers le marché qui va voir quelle compagnie gagne, quelle compagnie perd. Et c'est normal, c'est notre pouvoir qu'on a, nous, avec notre argent. C'est pas au gouvernement d'aller en chercher dans notre poche pour vous dire, écoutez, vos choix, là, gardez-les pour vous. Moi, je vais choisir quelle entreprise va gagner parce qu'au final, ben, c'est notre argent qui s'en va. Tout à fait. Peut-être avant de passer à la question là, sur les gains en capital, vous avez mentionné quelque chose d'intéressant. Là, le coût de différenciation, c'était bien ça, entre le commun des mortels qui garde son argent dans ses poches au lieu de le donner en taxes et qu'il le dépense lui-même. Quel serait l'avantage de baisser les impôts, notamment ou spécifiquement au niveau des particuliers? Donc, augmenter leur pouvoir d'achat, il y aurait seulement plus d'argent dans leur poche, comme vous avez dit, à la fin de l'année, comparativement à soit donner plus ou soit maintenir les niveaux d'imposition qui sont en ce moment et que ces fonds soient dépensés par l'État. Est-ce qu'il y aurait un gain quelconque, j'ai envie de dire, au niveau de la consommation, au niveau de la productivité peut-être même, comme vous l'avez dit, au niveau de l'innovation, dans le sens que les compagnies et les gens pourraient décider par eux-mêmes où mettre l'argent au lieu de laisser le gouvernement le faire? Je pense qu'il y a clairement des bénéfices à laisser l'argent dans les poches des citoyens. Ne serait-ce, et j'y reviens, ne serait-ce que parce que je pense que personne n'est mieux placé
que la personne qui gagne son argent pour prendre des décisions. Alors là, c'est une posture qui peut presque sembler philosophique, mais je pense sincèrement que l'agent économique, qui est la personne qui va avoir un salaire, va mieux gérer son argent que le gouvernement. Parce que c'est son argent à lui. Hein. On sait parfois, l'argent public, c'est l'argent de tout le monde, c'est l'argent de personne presque, et on peut le dépenser allègrement. C'est plus compliqué que ça. Laissons-le dans leur poche. Et ma collègue de l'Institut économique de Montréal a produit un papier l'année dernière pour voir, et là, c'est plus au fédéral, mais le principe reste le même. C'est de dire quel est l'impact d'une augmentation de l'imposition sur la création d'entreprises. Et ce qu'on a constaté avec des papiers économiques, c'est de voir que plus on augmente l'impôt, même sur les particuliers, là, ici, c'est ce que je parle, c'est il va y avoir moins de personnes qui vont se lancer en affaires. Donc, c'est la question de développement économique, c'est une question de prise de décision. Et ultimement, c'est pour ça qu'on est en faveur d'une réduction de l'imposition. Allons donc sur la question des gains en capital. On en a parlé un peu, là, mais quoi retenir du budget et quel impact cette hausse d'imposition sur les gains aura? Donc, vous en avez parlé un petit peu, là, mais je pense que le chiffre qui faisait les manchettes, là, ou du moins qui provenait en particulier du gouvernement de Trudeau, là, je parle du fédéral ici, c'était que ça affecte, je pense, de mémoire, 0,5% de la population. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vrai, premièrement? Mais quel est l'impact réel? Parce qu'on n'écoute que le gouvernement en ce moment, on a l'impression que personne n'est affecté ou quoi que ce soit, quand, de toute évidence, quelqu'un doit l'être quelque part. Il y a deux éléments. Le premier élément, on va parler des particuliers. Effectivement, ce n'est pas tout le monde qui va être touché, mais prenons l'exemple de quelqu'un dans la classe moyenne supérieure, là, que lui n'est pas nécessairement dans la question de la bourse, ça ne l'a pas toujours intéressé. C'est pas tout le monde qui veut investir dans le prochain NVIDIA. Peut-être que lui a décidé d'aller avec un duplex. Puis te dire, ça, c'est mon fonds de pension. Essentiellement, je vais vivre là, puis ça va se payer tout seul, puis tant mieux, c'est un bon choix, essentiellement. Puis on se dit, bon, écoutez, là, on va augmenter votre taxation. La personne est perdante ici. C'est dommage parce que là, quand on nous dit on va viser les ultra-riches, qui est un concept incroyablement élastique, soit dit en passant, mais qui, dans ce cas-ci, n'est pas du tout le cas. Et c'est très dommage. Donc ça, c'est la question des particuliers. Maintenant, quand on passe aux entreprises, la réalité ici, c'est que le Canada est en déficit de productivité, pardonnez-moi. Et quand on regarde, encore une fois, au niveau de la Banque centrale, une des vice-présidentes l'a indiqué très clairement cette année, on est en crise de productivité, là. Donc, qu'est-ce qu'on fait qu'on est en crise? On trouve des solutions pour régler la crise. Ce qu'on est en train de dire ici, c'est non, on va trouver des solutions pour s'assurer que la crise perdure. Pourquoi? Parce que la productivité canadienne, ça prend des investissements pour s'assurer d'augmenter cette productivité-là, qui est très basse, notamment par rapport aux autres pays de l'OCDE. Là. Quand on regarde, là, on avait fait un papier l'année dernière et puis on voyait qu'en matière de productivité par heure travaillée, au G7, seul le Japon fait moins bien que nous, mais on est bien derrière la moyenne du G7 et tous les autres pays. Donc ça, c'est problématique parce que c'est la création de richesse, c'est le niveau de vie. Et d'augmenter l'imposition, notamment au niveau, plutôt le taux d'inclusion du gain en capital, c'est alourdir l'imposition et c'est justement quelque chose qui n'aidera pas, ou du moins qui ne contribuera pas à l'hausse de la productivité, bien ça, c'est nos générations, c'est les générations futures qui vont en écoper parce qu'on va avoir moins de création de richesse. Donc, c'est un élément qui est négatif, même si on présente ça comme la mesure incroyable du budget, c'est loin de l'être, même si c'est probablement la pire mesure du budget fédéral. Et ce qui est dommage, et c'est ce que je disais un petit peu plus tôt, c'est Québec. Là. Québec avait l'opportunité, c'est l'occasion plutôt de se dire, on va se démarquer du reste du Canada. Nous, on a la chance de ne pas le faire de notre côté, puis justement, d'être plus attractif sur le plan concurrentiel avec les autres provinces. Ce qu'on a fait, c'est la réponse facile, c'est de dire « Ah, mon Dieu, c'est pas moi qui va prendre En fait, c'est pas moi qui va perdre du capital politique sur la question, c'est le gouvernement fédéral, on va y aller à pieds joints. » Et malheureusement, c'est ce que c'est, ça va pas faire en sorte qu'on ait un avantage comparatif et ça n'aidera pas plus le Québec, qui, soit dit en passant, a moins d'investissement par travailleur que le Canada, ce qui n'aidera pas le Canada, mais encore moins le Québec, est dans une position moins envieuse. Comment est-ce qu'on explique la chose que la moyenne ou le taux d'investissement par travailleur soit plus bas au Québec qu'ailleurs au Canada? Ça, c'est plusieurs choses. Il y a deux grands pans ici. Il y a la question de la taxation, de l'imposition, qui là, justement, comme je le disais, n'aidera pas en augmentant le taux d'inclusion du gain en capital. Il y a toute la question des barrières réglementaires au Québec. Bonne chance pour ouvrir une grande usine. Là, évidemment, ce n'est pas une question de barrières réglementaires. Nordvolt, on le voit, c'est la folie sur les sites. Ce qui a par rapport avec les barrières réglementaires, mais on a vu maintes et maintes fois des délais pour les grands projets. Là, je parle d'électricité, de gaz et ressources naturelles.
Transport. Transport, ouais. ça prend des années. On avait fait un papier tout récemment sur la question des corridors énergétiques. On est allé regarder concrètement dans les grands projets canadiens. Des projets qu'on attend des années, voire 10 ans, il y en a. Mais quand on est un investisseur, là, qu'est-ce qu'on veut? On veut minimiser son risque. On voit ça au Canada où on va dépenser énormément d'argent pour de la recherche, pour voir est-ce que c'est possible de faire le projet. Vous faites tout ce que vous avez à faire, vous faites vos devoirs. Malheureusement, le projet n'ira pas de l'avant. Ça se combine à des taux d'imposition qui ne sont pas particulièrement intéressants non plus. C'est difficile de voir après ça. En fait, c'est pas difficile, c'est plutôt... Il ne faut pas se surprendre quand on regarde la réalité qu'on a moins d'investissement par travailleur au Canada. La question de la productivité, là, je serais sur le sujet. Pour avoir écrit un article sur le sujet pour les affaires, là, quelques mois, là, j'ai oublié exactement la date, mais les Canadiens du reste du Canada, comme on dit, sont aussi inquiets au point où, particulièrement comparativement aux États-Unis, la compétitivité du Canada est en chute libre, presque. On est moins productif qu'on était. On n'est pas juste... c'est pas simplement que notre production a augmenté plus lentement que les Américains. Au contraire, elle s'est inversée. Peut-être expliquer comment mesure-t-on la productivité? Je pense que c'est quand même un concept relativement flou là, pour monsieur, madame, tout le monde. Puis ensuite, qu'est-ce qui explique cette baisse? De un, vous en avez parlé, là, mais comment est-ce qu'on fait pour la redresser par la suite? Ben d'abord, il y a plusieurs façons de calculer. Là. La valeur créée, souvent, ça va être l'OCDE, par exemple, qui a pris un indicateur, c'est la valeur créée en dollars américains par heure travaillée. OK, ça, c'est assez standard, je vous dirais. Quand on regarde ça, le Canada, effectivement, il est bien bas. Quand on regarde les États-Unis, et ça, je pense que c'est important de le dire, il est très haut, les États-Unis. Quand on regarde le G7, les États-Unis, c'est le premier, là. Pour être clair, c'est le premier, les États-Unis. Donc, le Canada, avant-dernier, les États-Unis, le premier au niveau du G7. Il y a un écart important. De mémoire, les derniers chiffres de l'OCDE en la question, pour les États-Unis, là, à plus ou moins 3 $, on est aux alentours de 73 $ américains de valeur ajoutée par heure travaillée. Au Canada, encore une fois de mémoire, on est aux alentours de 53 $. On a 20 $ US de différence. C'est énorme. Et les États-Unis continuent à augmenter leur productivité pendant que le Canada stagne ou régresse. Donc, c'est très problématique, cette dynamique-là. Et il faut faire des choses, notamment de mettre en place des politiques publiques qui seraient avantageuses. Il y en a quelques-unes qui est possible. La première, c'est de ne pas rajouter de fardeau fiscal supplémentaire comme ça a été le cas avec le gain en capital. Ça, c'est la première des choses. Ça nous prend un cadre fiscal qui est attractif pour s'assurer d'avoir de plus en plus d'investissements au Canada pour augmenter notre productivité. Ça, c'est la première des choses. Investissement de la part de Canadiens et d'étrangers? Absolument. Absolument. La deuxième des choses, c'est d'attaquer les barrières réglementaires. Quand on regarde, comme je disais, ça prend des années, sinon 10 ans parfois pour des projets. Ce n'est pas normal. Il faut être sérieux et regarder ça et se dire quel investisseur veut attendre 10 ans avant de voir son projet aboutir? Moi, je pense pas que j'en connais et puis je suis sûr qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, d'attaquer les délais, la lourdeur réglementaire. Et c'est pas juste le nombre de documents à remplir, là. C'est vraiment l'architecture qui a été mise en place et qui prend des années et des années. C'est vraiment un élément qui est néfaste pour notre économie et sur lequel on doit s'attaquer. Après ça, il y a je pourrais dire, ça prend vraiment une revue exhaustive de l'ensemble de la réglementation pour cibler ce qui est nécessaire. On n'est pas en train de dire que ça nous prend 0 réglementation, mais pour le moment, on en a beaucoup trop, mais beaucoup trop. Revenons au plan budgétaire du Québec. Là, les deux axes principaux étaient l'éducation et la santé. Le gouvernement a investi, d'après ses dires, 8,8 milliards de dollars d'ici 2028-29 et de cette somme, près de 5 milliards sont consacrés à la santé et à l'éducation, incluant l'enseignement supérieur ici. Quelle est votre analyse sur le sujet? Est-ce que c'est, étant donné les déboires de la santé et de l'éducation là, qui font les manchettes assez récemment depuis que je suis tout petit, pour être mais plus spécifiquement au courant des derniers mois, là, qu'est-ce qu'on devrait penser de cette annonce? Je pense que vous avez dit un point qui est important, même si c'était une anecdote personnelle. Depuis que vous êtes petit, ça date pas d'hier, ça, cette problématique-là. Ça, je pense qu'on est assez clair au Québec. Le problème dans le système de santé et d'éducation, ça traîne. C'est un 8 milliards qui est additionnel, en fait, à ce qui est déjà dépensé.
Système de santé, c'est plus qu'1 milliard par semaine que ça coûte, là. Pour être clair, là, si l'argent... Juste une chose, j'ai entendu ce chiffre-là, oui. 1 milliard de dollars dépensés en santé. Donc, le budget en santé est de 52 milliards par année? Plus que ça. Ça dépasse? Oui, ça dépasse ça. On est plus proche aux alentours de 60 milliards en santé. Ah, c'est vraiment un mammouth, là. Le système de santé, là, on le voit que c'est le portefeuille numéro 1 au Québec. Ça, c'est sans ambiguïté. Ça coûte très, très cher. Je pense qu'aujourd'hui, si on avait compris que la solution, c'était de mettre plus d'argent, on l'aurait découvert. Tu sais, je pense que, comme vous l'avez dit, ça fait longtemps. J'ai toujours entendu des problèmes en santé depuis que je suis là. Ça fait quand même presque 30 ans. Ça n'arrête pas. Donc, la solution, ce n'est pas toujours plus d'argent. Et là, le gouvernement va dire, j'ai un problème en éducation, qu'est-ce que je fais? Je vais aller voir un fonctionnaire. Qu'est-ce que j'ai de besoin? Plus de monde, plus d'argent. OK. L'année prochaine, mais ça continue à mal aller. Qu'est-ce que j'ai de besoin? Plus de monde, plus d'argent. Regardez le temps d'attente. Les temps d'attente aux urgences augmentent encore. Ça se règle pas, ça. Pourtant, on met beaucoup plus d'argent, puis on a beaucoup plus de monde. Donc, ça prend des réformes qui sont plus structurelles, comme l'arrivée des mini-hôpitaux, qui malheureusement ne sera pas des mini-hôpitaux, mais ça prend des éléments concrets, des cliniques de médecine spécialisée, vraiment une architecture nouvelle pour s'assurer d'avoir un système de santé qui fonctionne enfin et qui n'espère pas dans les nuages que peut-être qu'avec 1 milliard de plus, ça va fonctionner parce que ça ne fonctionnera pas. Je vais vous lancer sur un terrain un peu plus philosophique ici, là. Je résume tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant depuis presque 40 minutes. Est-ce qu'on peut réformer l'État-providence pour atteindre, disons, un certain équilibre, une certaine efficacité? Donc, un système de santé, entre guillemets, qui fonctionne, un système d'éducation, entre guillemets, qui fonctionne, une infrastructure qui non seulement fonctionne, mais attire les investissements étrangers, du moins qui contribue à attirer les investissements étrangers, former une main-d'œuvre qualifiée, bien payée. En gros, est-ce qu'on doit mettre fin à l'État-providence comme on la connaît au Québec depuis la Révolution tranquille, ce qui veut dire, j'ai envie de dire, un interventionnisme étatique assez lourd, ou est-ce qu'on peut réformer ce qu'on appelle, grosso modo, le système qui découle de la Révolution tranquille? Aujourd'hui, l'État est beaucoup trop gros. Je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur la question. L'État est trop gros et il doit y avoir une révision de l'ensemble du champ d'action de l'État. On a énormément de programmes qu'il faut réviser. Est-ce que ça fonctionne, tous les programmes? Je n'ai pas l'impression que le gouvernement le sait. C'est ça la base aussi, c'est de se dire on crée des programmes constamment, on les juxtapose, ça nous coûte des milliards de dollars. C'est quoi l'impact concret de chacun de ces programmes pour rétrécir le périmètre du champ d'action de l'État? Ça, c'est une des premières choses qu'il faut faire. Après ça, ça revient également à la grosseur de l'État en matière d'effectifs. Et on peut réduire la taille de l'État, on peut réduire le nombre de programmes parce qu'à terme, c'est pas soutenable. On parle de déficit structurel de 4 milliards. À Ottawa, on est sur 40 milliards en ce moment de déficit pour cette année. Il faut s'assurer que le modèle d'État fonctionne et pour le moment, je pense que c'est assez clair qu'il ne fonctionne pas. Ça prend en quelque sorte, pour le dire crûment, du ménage. Et malheureusement, on le voit. On voit de la volonté sur le plan de la communication politique, comme on en a parlé un petit peu plus tôt. Est-ce que concrètement, on la voit, cette volonté-là de faire du ménage, de s'assurer que ça soit viable sur le plan financier? Ça reste à voir. Au Québec, je pense que ça reste à voir parce qu'on nous a dit qu'on allait le faire. Ça va commencer bientôt. Si ce n'est pas déjà le cas, ça prend des dents, ça prend de l'ambition. On ne peut pas juste vivre avec du discours. Malheureusement, pour le moment, en fait, j'ai envie de me faire surprendre sur la question. Parce que pour le moment, je ne le vois pas vraiment, mais il faut rester optimiste, puis on verra, mais beaucoup de travail reste à faire au Québec et au Canada plus largement. Est-ce qu'il n'y a pas une dépendance de l'individu maintenant envers l'État? Là, on parle de l'État depuis tantôt, des dépenses publiques et de la croissance du nombre de fonctionnaires inarrêtable. Donc, c'est facile de blâmer l'État. Là. Je suis critique de l'État comme plusieurs autres. Je ne suis pas contre un interventionnisme, rationnel. En éducation, par exemple, j'ai bénéficié, comme tout le monde, du fait que ça ne m'a pas coûté très cher à l'université. Je ne peux pas m'en plaindre, j'ai eu des bourses, des choses comme ça. Frais de scolarité très bas. Après, je comprends que, par contre, je le paye quand même par mes impôts. Là. Je veux dire, je ne suis pas naïf à ce point-là. Mais ce que je veux dire, c'est que, quand on parle de réduire la taille de l'État, au final, les gens comprennent, mais il va y avoir moins d'emplois, puis je perds tel ou tel service. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a une dépendance là, psychologique presque
du citoyen moyen dans un État comme celui du Québec? Tu sais, il y a eu la thèse, bon, encore une fois, je lance dans les terrains philosophiques, mais que l'État a remplacé l'Église dans l'esprit des Québécois, dans le sens où on était dépendant psychologiquement de l'Église. Par la suite, l'État a pris la place, notamment en santé et en éducation. Comment voyez-vous la chose? Quel est l'œuf et qui est l'œuf, qui est la poule? Est-ce que c'est l'individu qui demande plus d'État ou est-ce que c'est l'État qui crée la demande pour l'État? Moi, j'ai l'impression que l'État augmente et veut nous expliquer qu'on a besoin de lui, on a besoin de cette augmentation-là. Encore une fois, je reviens avec l'explosion de l'effectif du secteur public au Québec. Prenons seulement le Québec. Qu'est-ce qu'on entend dans l'espace politico-médiatique, notamment par le gouvernement? Ben, on augmente la taille du nombre de l'effectif de l'État parce qu'on a besoin d'enseignantes, on a besoin d'infirmières. Mais quand on regarde concrètement les chiffres, c'est pas ce qu'on voit. Effectivement, il y a des embauches, mais concrètement, il y a énormément d'embauches sur d'autres postes qui ne sont pas nécessairement des postes de service. Donc, il ne faut pas simplement penser État égale infirmière ou enseignante. Ce n'est pas seulement ça. Je pense que l'approche de toujours nous dire on a besoin de plus, on a besoin de plus. Je ne suis pas persuadé. Vous voyez que le citoyen québécois moyen se dit la solution, c'est plus d'État. Je suis loin d'être persuadé. Je pense qu'on l'a compris. En santé, on s'est dit qu'on a besoin de plus, on a besoin de plus. Les réformes, mais ça pullule. La réalité, c'est quand on regarde le temps d'attente, encore une fois, il a augmenté depuis que le gouvernement Legault est arrivé. On a beaucoup embauché, on a beaucoup mis d'argent. Ça n'a pas été la solution. Ça fait 30 ans qu'il augmente, par contre. Ça fait 30 ans. À la défense du gouvernement Legault. Absolument. Non, mais ça fait 30 ans qu'il augmente, bien entendu, mais le temps d'attente augmente. Ouais. Donc, je pense qu'on est mûr, notamment pour un nouveau paradigme où le public n'est pas une fin en soi de se dire, ben, on a besoin de nouvelles choses, ça va être public. Non, un instant. Je pense que faut plutôt se demander, on a besoin de nouvelles choses. Si le public veut embarquer, pourquoi c'est le public? Qu'est-ce que le secteur indépendant, privé, ne peut pas faire que le public peut mieux faire? Je ne suis pas persuadé qu'en santé, c'est le cas actuellement. On le voit, les temps d'attente qui explosent. Je pense que ça nous prend des modèles alternatifs pour s'assurer, au final, encore une fois, pourquoi l'État est là? C'est pour des services aux citoyens. Si c'est réellement les meilleurs services qu'on veut donner aux citoyens, ça prend des changements concrets et ça ne passera pas par plus de public ou encore plus de public. Ça va prendre autre chose parce que pour le moment, même si c'est ce qu'on veut nous vendre de temps en temps, c'est pas quand on regarde les chiffres et on analyse sur le plan statistique, ça ne fonctionne pas. En terminant, je mentionnais que la santé et l'éducation étaient les deux axes primordiaux du budget. Est-ce que c'est réussi d'après vous? Est-ce que les solutions, du point de vue budgétaire particulièrement, sont les bonnes pour régler les problèmes, entre guillemets les problèmes, disons, les obstacles que ces deux piliers de l'État québécois sont? Comment voyez-vous la chose? Je pense qu'on avait besoin d'un message au niveau politique pour dire on a 11 milliards, comment on peut essayer d'enterrer les 11 milliards? Voici ce qui est positif. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite de ça, je pense pas que les problématiques du Québec en matière de santé, d'éducation, d'économie et autres ne passeront pas par toujours plus d'argent. Vous voyez, je pense que c'est vraiment... Le Québécois moyen doit dire, ça fonctionne pas en ce moment. Qu'est-ce qui peut être fait qui change la donne? Vraiment des réformes structurelles qui passent pas par toujours plus d'argent de mes poches. Faut pas l'oublier, c'est de nos poches. Donc ça passe par une plus grande intégration du secteur indépendant. Ça passe également par des libéralisations de secteurs, pensons à l'électricité, la question des alcools et bien d'autres. Pour être précis sur la question maintenant de la santé, ça prend des réformes concrètes, mini-hôpitaux ambitieux, pas celui qu'on s'est fait présenter, privé et autres. Ça, je pense que c'est vraiment de réelles réformes qui vont percoler, qui auront des impacts concrets et bénéfiques pour l'ensemble des Québécois et des Québécoises. Parfait. Finalement, question piège. À quoi ressemble le Québec dans 10 ou 15 ans? Alors, ce que j'espère que le Québec ressemblera, ce sera une place où on n'est pas les plus lourdement imposés, où la pression fiscale ne sera plus la plus importante en Amérique du Nord. J'espère aussi que les gens n'auront pas besoin d'attendre des heures et des heures aux urgences. Ça, je pense que c'est vraiment important et où les élèves vont pouvoir avoir un enseignement qualifié. Donc, je pense que tout ça, c'est ambitieux, je pense, avec le portrait actuel, mais qui est réaliste. Il faut juste avoir de bonnes réformes. Et tout ça passe par plus de privé, là, grosso modo? C'est certainement l'une des clés qui permettra de venir régler la problématique d'aujourd'hui, à savoir le temps d'attente à santé et le taux d'imposition. Le taux d'imposition, peut-être pas, mais
En santé, très certainement, mais même en matière d'énergie, hein, la question d'Hydro-Québec, tout ça, je pense que vraiment, on a beaucoup à faire avec le secteur indépendant qui pourrait améliorer la vie de tout un chacun. Parfait. Gabriel Giguère, merci beaucoup. Merci à vous.